Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un ancien ministre du gouvernement du président Faustin Archange Touadéra. Depuis son limogeage, il est devenu opposant au président alors que la Russie accueille le premier sommet Russie-Afrique. Nous recevons donc un Centrafricain qui voit d'un très mauvais œil le rapprochement, la récente offensive de la Russie dans son pays natal, la Centrafrique. Jean-Serge Bokassa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Est-ce que j'ai tout dit sur votre présentation? Oui, disons que et la présentation, mais éventuellement le positionnement ou le regard qui est le mien vis-à-vis de la Russie, je voudrais apporter un petit élément. Je représente aussi un mouvement appelé Kodrotimo Kozosi, en sango, qui est la langue nationale centrafricaine, et qui veut dire « ton pays avant tout ». Ton pays avant tout. Rassurez-vous, ce n'est pas un mouvement de xénophobes, c'est plutôt un mouvement de patriotes, de nationalistes. C'est un jeune mouvement que nous construisons encore. De l'extrême droite en Afrique. En plein chantier, non du tout, non du tout, du tout. C'est bien au contraire, c'est que nous pensons qu'il est important de réaffirmer notre patriotisme. Oui. Et on s'est doté donc de ce cadre identitaire qui se veut être un cadre de concertation politique et d'engagement citoyen. Qu'est-ce qu'il est devenu le Front Uni pour la défense de la nation? Je suis et demeure le porte-parole de ce Front Uni, qui continue d'exister, de faire parvenir ses préoccupations. Le Front Uni pour la défense de la nation, appelé aussi en sango Izingo Biani, est un instrument d'éveil démocratique. D'éveil démocratique qui renferme un ensemble d'acteurs, tant de la société civile que des partis politiques, et des personnalités aussi éventuellement indépendantes. Donc on attire simplement, on essaye d'éveiller la conscience de nos compatriotes sur ce qui a cours en Centrafrique. On est en désaccord avec le fameux accord de Khartoum, qui pour nous n'apporte aucune solution. On est en désaccord avec... on dénonce les dérives qui ont cours aujourd'hui sous l'ère Touadéra, et ça fait partie donc des éléments clés de nos désaccords, fondamentaux de nos désaccords. Ce sont des questions de gouvernance qui sont inappropriées et qui sont contre-productifs aujourd'hui pour le peuple. Pour ce qui est de la Russie, par contre, il est important que je revienne dessus. Nous ne voyons pas d'un mauvais œil l'avenue de la Russie, mais pas du tout. Nous pensons qu'il est important aujourd'hui d'arriver à multiplier ou à diversifier, on va dire, les relations bilatérales, multilatérales, d'avoir des partenaires de tous bords qui viennent, pour peu qu'ils en aient le désir, mais surtout pour peu qu'ils aient du respect pour le pays que nous sommes. On va revenir sur ce rapprochement entre la Centrafrique, la Russie, l'offensive russe sur le continent en général dans un instant. J'aimerais qu'on s'attarde encore quelques secondes sur vous. Votre nom, c'est Jean-Serge Bokassa. Pour ceux qui nous entendent, quand on entend Bokassa, on se dit, tiens, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a un lien avec l'ex-président Jean-Bédel Bokassa? Tout à fait. Je pense que oui, du fait que je suis donc son fils, et si Bokassa justement nous rappelle l'homme qu'il a été dans un passé pas trop lointain, j'aimerais que Jean-Serge évoque l'avenir. Oui. Voilà. Vous ne voulez plus porter le patronyme? Ah ben si, je le chéris. Ah ben si, bien évidemment. Vous savez, je le porte avec fierté, avec dignité. Néanmoins, j'appartiens à une génération qui aujourd'hui voudrait trouver sa place. Voudrait tuer le père pour exister? Pas forcément, non. Non. Je ne voudrais pas en arriver là. Non, du tout, mais je pense que aujourd'hui, les questions qui s'imposent à nous sont des questions qui sont d'un tout autre ordre. Je comprends que souvent qu'on fasse référence à cela. Non, c'est normal, nos téléspectateurs se posent souvent la question. Quand j'ai dit à quelqu'un que je vous recevais, il m'a dit pourquoi les fils d'eux se sentent toujours investis d'une mission, c'est marcher dans les pas du paternel. Pas forcément. Je pense que, écoutez, nous sommes une fratrie de près de 40 enfants. Aujourd'hui, je suis pour l'instant quasiment le seul qui me suis engagé en politique. Mon père, on le regarde comme étant un politique, mais il n'a fait que 14 ans de pouvoir, hein, on va dire. Mais c'est avant tout un militaire. Alors pourquoi, dans notre famille, cette grande fratrie, il n'y a qu'un seul enfant qui a suivi éventuellement le père dans l'armée, qui s'inscrit dans une carrière militaire? Pourquoi pas les autres? Donc je pense que c'est une question de vocation. Moi, ce que je refute, c'est qu'on nous enlève un peu ce droit de citoyen du fait qu'on ait ce patronyme. Nous sommes citoyens à part entière.
les uns s'orientent vers d'autres types de secteurs professionnels. Si aujourd'hui je me suis senti être comme j'ai ressenti une sorte d'interpellation vis-à-vis de ma patrie, de ma nation, il est évident que je puisse la respecter et que je puisse m'investir pour celle-ci. Très bien, on va refermer cette page de toute façon et revenir donc sur cette offensive russe sur le continent. Dans les jours à venir, à partir d'aujourd'hui, la Russie organise donc son premier sommet Russie-Afrique, comme on a Chine, Afrique, Europe, Afrique. Et je me disais, ça c'est quelque chose qui a dû vous donner encore des insomnies. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit tantôt, je ne suis vraiment pas contre la Russie, bien au contraire. Oui. Je pense que nous sommes en droit aujourd'hui de diversifier du mieux qu'on le peut nos relations avec l'extérieur. Là n'est pas le problème. Oui. Ma crainte aujourd'hui, c'est quand je regarde la ruée de ces chefs d'État qui portent un grand espoir sur la Russie. L'homme de ma génération s'interroge légitimement sur les conséquences de ce rapprochement. Est-ce que ce sera un rapprochement qui ira dans le sens des intérêts du peuple ou est-ce un rapprochement qui ira plutôt dans le sens des intérêts des régimes qui se sont donc installés en Afrique? Pourquoi êtes-vous en train de faire un procès d'intention alors même que le sommet n'a pas véritablement accouché de ses conclusions? Je vais vous dire très honnêtement. Dites-moi. Autant on a le sentiment de voir une France qui fait l'objet de tous les procès et qui, elle, jure par tous les noms de s'être retirée de ses anciennes colonies et d'avoir signé l'acte de décès d'une certaine France-Afrique, autant nous avons une Russie qui, pour moi, n'est pas forcément un modèle démocratique tel que je l'entends, tel que je le pense, dans tous les cas pas pour mon pays. Donc, quel profit pouvoir tirer de cela? Je le dis, je veux dire, si demain nous sommes en responsabilité, la Russie aura sa place. Mais nous voulons, et je parle en tant qu'homme de ma génération, arriver à incarner un modèle de gouvernance qui soit totalement différent de ce à quoi on est confronté en Afrique. Regardez ce qui caractérise les espaces francophones en Afrique. La longévité au pouvoir. Pour quelle raison? Est-ce que le rapprochement avec la Russie qui s'inscrit dans ce même modèle n'encouragera-t-il pas cela? Moi, je veux me mettre à la place du peuple, le peuple qui aspire à un changement au niveau de ses dirigeants. L'Union africaine aujourd'hui est une institution faible parce qu'elle est justement représentée par ces hommes-là. Donc il serait temps aujourd'hui que des hommes d'une autre génération viennent avec un peu de fraîcheur dans cette arène politique et apportent un mode de gouvernance qui soit plus axé vers les aspirations du peuple auquel on appartient. Le président avec lequel vous avez pactisé entre les deux tours dans votre pays, Faustin-Archange Touadéra, est un homme, on va dire entre guillemets, neuf. Il vient de finir presque un premier mandat. Vous ne pouvez pas le soupçonner de vouloir s'éterniser au pouvoir. Vous savez, notre mouvement est un mouvement intergénérationnel. Pourquoi? Parce que nous pensons que les questions ne sont pas simplement des questions d'ordre purement générationnel. Oui. La génération à laquelle on appartient est appelée à être en responsabilité du fait d'un cycle, parce que la vie est ainsi faite. On naît, on grandit et on va pour mourir. Donc le passage du flambeau sera obligatoire. Mais je pense qu'on a besoin d'une catégorie d'hommes, avec un grand H. Pour moi, Touadéra n'appartient pas à cette catégorie d'hommes, puisque le modèle, la gouvernance... C'est ça ou il n'a jamais appartenu? Vous savez, nous n'avons jamais été en mesure de pouvoir apprécier les qualités de cet homme. Nous l'avons connu, moi personnellement je l'ai connu quand il était Premier ministre, j'étais donc son ministre. Il était noyé dans un environnement au sein duquel il avait du mal à s'exprimer, c'est comme ça que je l'ai interprété. Et je me suis dit qu'étant à la tête du pays, il fera certainement mieux, donc il arrivera à s'exprimer. Aujourd'hui, à quoi nous assistons? Nous assistons à une prise en otage, en quelque sorte, des institutions de la République, qui sont complètement instrumentalisées. D'ailleurs, nous sommes en ce moment nous frisons une énième crise institutionnelle du fait de cette instrumentalisation-là. Il a besoin d'instrumentaliser les institutions parce qu'il ne croit plus en lui-même. Il ne croit plus en ce destin qu'on lui a prêté et il veut coûte que coûte se maintenir au pouvoir. Pour moi, toutes ces méthodes de confiscation de pouvoir, passant par l'instrumentalisation, l'infantilisation ou phagocyter tout simplement les institutions, sont d'un autre âge. Et je pense que M. Touadéra, malheureusement, incarne cela. Pire encore, les accords de Khartoum. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on relève cela. Allez-y. Censé nous apporter la paix. Pourquoi censé?
Parce que dans leur approche, c'est comme ça que ça a été vendu. Et alors, ça n'apporte pas la paix? Les résultats sont assez lamentables. Pourquoi êtes-vous pressé? Quand on plante une graine au sol, il faut lui donner le temps de pousser. La question n'est pas d'être pressé. Vous savez, pour moi, la paix se construit avec des matériaux consistants. Justement, ceux qui sont pressés, ce sont ceux qui sont allés à Khartoum. Ceux qui sont pressés, ce sont ceux qui veulent fabriquer une paix avec des matériaux fragiles. Pas par le compromis, parce que le compromis est utile, mais par une compromission, avec des hommes de guerre qui ont exterminé, qui ont rasé des villages, à qui aujourd'hui, du jour au lendemain, on confère une certaine qualité. Vous parlez des chefs de guerre qui ont été nommés conseillers militaires autour du Premier ministre. Qui ont été nommés ministres, conseillers ministres. Mais vous savez que quand on est en guerre, au bout d'un moment, quand la paix arrive, il faut qu'on se parle pour qu'on se repartisse finalement les responsabilités. À ce moment-là, pour moi, l'État ne doit pas être un service à la tête du client. Si on établit cela comme un principe, pourquoi il y en a certains qui sont à la Cour pénale internationale et pas d'autres? Si on établit cela comme un principe, alors disons les mots avec précision. N'allons pas dire au peuple, il n'y aura pas d'impunité, puisque nous la consacrons. N'allons pas dire au peuple qu'il n'y aura pas d'amnistie. Qu'il y a impunité aujourd'hui? Certains sont déjà déférés à la Cour pénale internationale. Justement, ce sont des inégalités qui créent une certaine incohérence autour des mesures qui sont apportées, d'autant plus que le fait de les avoir nommés à ces postes de responsabilité-là ne désarme pas le processus dans lequel ils sont. Ils restent des groupes militarisés, occupant des lieux sur lesquels ils se sont établis, vivant de la prédation. Rien n'arrête cela. Les accords de Khartoum n'arrêtent pas cela. Donc, un compromis, ce que moi j'appelle une compromission. Pour quel résultat? Pour que ces mêmes potentiels criminels puissent continuer d'exercer autant d'influence, autant de nuisances sur le peuple centrafricain, puissent continuer de spolier sans qu'on ne puisse dire un mot. Jean-Serge Bokassa, si un conseiller français était en train de susurrer à vos oreilles, en train de faire monter légèrement la pression sur vous, et vous rassurer qu'on pourrait toujours vous soutenir, vous me le direz ce soir sur ce plateau? Oui, bien évidemment. Vous savez, mon nationalisme, dans tous les cas, pour les patriotes qui me connaissent, ne souffre d'aucune ambiguïté. Je me refuse toute forme de naïveté. Je porte un nom qui a son poids de l'histoire. Si mon père un jour est tombé, on sait par qui il est tombé. Mais aujourd'hui, je pense que la responsabilité nous incombe d'abord à nous, Centrafricains. Les questions de souveraineté et d'indépendance, on ne les reconquiert pas simplement avec des beaux discours. Je pense qu'on le reconquiert justement par la reprise en main de son destin. Et le Centrafricain aujourd'hui a besoin de se recentrer sur lui-même, sur ses vrais enjeux, sur ses vrais problèmes. En défendant les intérêts français face aux intérêts russes. Ses intérêts d'abord. Les intérêts du Centrafrique d'abord. Aujourd'hui, la question pour moi n'est ni celle des Russes, ni celle des Français. Pour moi, la question, elle est d'abord centrafricaine. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de pouvoir donner une éducation à nos enfants. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on choisit d'augmenter, de nous investir sur des secteurs qui sont moins porteurs? Tout simplement parce que ces secteurs-là... Lesquels, par exemple? Augmenter les fonds spéciaux, comme ça a été le cas récemment. Laisser que, vous savez, pour moi, la maîtrise des dépenses de l'État, l'assainissement des fonds publics me paraissait comme étant une priorité. Auditer le pays et arriver à nous recentrer sur des leviers qui pourrait permettre un vrai redressement de cette nation, éventuellement la sécurité dans ces deux dimensions, la dimension conjoncturelle avec la crise que nous avons, mais dans sa dimension structurelle, parce que notre positionnement géographique doit nous amener à comprendre que nous devons nous sécuriser, nous devons nous défendre. Nous sommes enclavés, nous avons autour de nous des pays qui ont connu la guerre. Je pense que c'est à nous de prendre conscience de cela. Aujourd'hui, comment pouvez-vous concevoir que l'on investisse dans une armée, en orchestrant éventuellement des recrutements sélectifs, parce que orientés vers une région bien précise, l'armement de cette armée, plutôt que de servir à la défense du peuple, sert à la défense d'un régime. Vous voyez, quand vous dénaturez votre mission de la sorte, vous ne pouvez pas avoir de bons résultats. Donc le problème n'est plus celui des Russes, ni celui des Français. Le problème, pour moi, il est centrafricain. Un problème de gouvernance. Bokassa, candidat à la présidentielle en 2020. Pas forcément. Je m'octroierais éventuellement la possibilité, vous savez,
je l'ai dit, je le répète encore une fois, je suis un nationaliste. Oui, candidat. Je suis un nationaliste et j'irai vers tous les sacrifices. Si le fait de ne pas me présenter aux élections présidentielles peut servir mon pays, ben je ne le ferai pas. Si ça m'apparaît comme étant une nécessité, j'irai. Mais alors, il faut que ce soit une nécessité. Je ne suis pas quelqu'un qui court après le pouvoir. C'est pas là mon ambition. Mon ambition, c'est de contribuer au redressement de cette nation. Être chef d'État, vous pouvez l'être 5 ans, voire 10 ans, pour peu que vous respectiez la Constitution. Mais je pense que ce pays n'a pas besoin juste d'un chef d'État. Il a besoin d'avoir des pères, d'avoir des leaders. Quand je pense par exemple aux États-Unis, les pères fondateurs ont supposé les fondations qui font aujourd'hui des États-Unis ce qu'ils sont. Ces fondations sont stables. Aujourd'hui, nos jeunes États africains ont besoin de retrouver cela. Tous nos leaders, ceux qui avaient un vrai rêve pour l'Afrique, on sait où ils sont aujourd'hui. Ils ont été prématurément éliminés. L'Afrique a été très orpheline de ces hommes de qualité. On a hissé des... Permettez-moi l'expression, sans vouloir heurter la sensibilité des uns ou des autres, mais des hommes qui ont été à la solde des grandes puissances, qui ont donné priorité à leur intérêt personnel ou catégoriel, mais pas celui du peuple. Moi, je veux rendre hommage aux hommes comme Lumumba, je veux rendre hommage aux hommes comme Thomas Sankara, je veux rendre hommage à des hommes encore en vie comme Jerry Rawlings, qui pour moi sont des références et des repères pour l'Afrique. Et notre génération n'a pas le droit de se tromper de combat. Aujourd'hui, en Centrafrique, il est dommage de voir que nous continuons de nous faire la guerre en dehors même de la sphère des groupes armés, une guerre politicienne qui n'a strictement pas de raison d'être. C'est pour ça que je ne me présente jamais comme étant de l'opposition, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Ah non, pas du tout. Donc je n'ai pas reçu un opposant ce soir? Pas forcément. Mais si mes propos prêtent à cela, bah écoutez... Jean-Serge Bokassa, merci beaucoup, infiniment, d'être venu nous voir, ex-ministre centrafricain de l'administration du territoire. C'était ça, hein? De la sécurité publique. De la sécurité publique. De l'administration du territoire. Vous avez quelques dossiers cachés, j'imagine. Ancien député, éventuellement. Merci infiniment. Non, c'est moi, je vous remercie. D'être venu dans l'entretien du jour. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Non, je l'espère vraiment pour vous aussi. Lorsque les élections viendront, on pourra recevoir tous les acteurs qui ont l'ambition de redresser leur pays. Très Merci bien. Infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.